Bonjour et bienvenue à tous pour ce 8e webinaire organisé par deuxièmeavis.fr et consacré aujourd'hui à l'infertilité du couple. Vous savez sans doute qu'on parle d'infertilité en cas d'absence de grossesse, malgré des rapports sexuels non protégés pendant une période d'au moins 12 mois. Et en France, environ un couple sur 8 consulte en raison de difficultés à concevoir un enfant. Si dans 25% des cas, l'infertilité n'est pas expliquée, dans 3 quarts des cas, elle a une origine connue qui peut être masculine, féminine ou associer les deux sexes. On sait qu'une prise en charge médicale ou une PMA, procréation médicalement assistée, permet de contourner la plupart des difficultés. On sait aussi que des activités de recherche sont nombreuses sur le sujet pour tenter notamment de mieux comprendre les facteurs génétiques et environnementaux sous-jacents. Mais on a envie d'en savoir plus et donc pour nous éclairer aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous 2 grands spécialistes du sujet, Dr Belaïch Allar, professeur Droupi, bonjour, et un grand merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Peut-être quelques mots pour vous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Dr Belaïch Allar, vous êtes responsable du pôle femmes-enfants et chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction au centre hospitalier des 4 villes dans les Hauts-de-Seine. En parallèle, vous êtes professeur associé du collège de médecine des hôpitaux de Paris et vous menez plusieurs activités d'enseignement. Vous avez été présidente de la Société française de gynécologie de 2014 à 2020 et membre du bureau de la Société européenne de gynécologie. Vous avez également fait partie du comité consultatif national d'éthique de 2009 à 2013 et vous êtes actuellement présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français depuis janvier 2021. Professeur Droupi, vous êtes chirurgien urologue, andrologue, cancérologue, professeur des universités praticien hospitalier, PUPH, et vous exercez au CHU de Nîmes. Vous êtes spécialiste de médecine sexuelle, de la chirurgie des organes génitaux et du traitement des cancers urologiques. Vous avez été responsable du comité d'andrologie et de médecine sexuelle de l'Association française d'urologie pendant 6 ans et vous assurez actuellement la responsabilité du diplôme interuniversitaire de chirurgie de la verge. Vous êtes également spécialisé dans la prise en charge de l'infertilité masculine et de la chirurgie andrologique. Et vous aussi, vous menez des activités d'enseignement au sein de l'Université Montpellier 1. Et vous êtes tous les deux des médecins experts référencés sur Deuxième Avis. Alors, pour commencer, avant d'aborder le sujet de l'infertilité sous un angle médical et scientifique, je vous propose d'aborder une dimension sociétale, voire culturelle de l'infertilité. Alors, professeur Droupi, je m'adresse à vous. On a l'impression que c'est souvent un sujet tabou, tant il touche à des notions sensibles comme la maternité, la sexualité, la famille ou encore la virilité. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Oui, c'est un sujet effectivement qui est délicat puisqu'on va avoir affaire à des couples de jeunes adultes qui en fait ont passé 15 ans à se protéger contre la survenue d'un enfant non désiré. Et puis là, ils planifient leur vie et au moment où ils voudraient un enfant, en fait, ils s'aperçoivent que c'est pas possible ou en tout cas que ça va être très difficile. Et c'est quelque chose qu'on n'aborde pas. On aborde plein de choses dans l'éducation sexuelle, mais c'est en général quelque chose dont on ne parle pas en famille, de fait. La fertilité, c'est, même si ça change un peu, pas quelque chose qui est transmissible de père en fils, bien qu'aujourd'hui, il y a quand même un enfant sur 30 qui naissent de PMA, mais c'est quelque chose, les gens tombent des nues et souvent, ça va être très difficile. Au-delà du tabou, c'est souvent une expérience qui est extrêmement douloureuse pour ces couples d'adultes jeunes. Ils ne vont pas forcément avoir envie d'en parler. D'une part parce qu'eux-mêmes ne sont pas forcément comprennent pas tout à fait ce qui leur arrive, on n'a pas tout à fait identifié les causes la plupart du temps au départ, et puis la médicalisation de leur vie reproductive, c'est quelque chose qui est pas du tout évident. Alors le rapport à la virilité pour les hommes, il est évident quand on parle de pas à faire souvent dans l'inconscient collectif, puis ça devient assez rapidement conscient, il y a le rapport entre impossibilité de concevoir et puis impuissance qui se fait un petit peu naturellement et qui n'est pas forcément facile à vivre pour ces hommes qui souvent sont un petit peu passifs dans la prise en charge de cette infertilité, même si ça change un peu. Donc c'est un moment difficile qui peut même aboutir à la dislocation du couple et donc au-delà du tabou, c'est souvent quelque chose de difficile qui tient un peu du deuil
Et donc, c'est pour ça que les gens parlent peu, et peut-être plus aujourd'hui, puisqu'on commence à avoir les nouvelles générations d'enfants d'hommes infertiles qui commencent à être eux-mêmes dans les difficultés. Donc, c'est quelque chose qui évolue un petit peu, mais ça reste quand même difficile. Ouais. Merci beaucoup. Alors, docteur Belay Chalard, comment définit-on exactement l'infertilité d'un point de vue médical? De combien de personnes parle-t-on en France, dans le monde, et qui sont ces personnes? Alors, tout d'abord, merci de me permettre de répondre à cette question et de revenir sur votre introduction. Vous avez dit, et c'est vrai, qu'on parle d'infertilité après 12 mois de rapports réguliers. Mais attention, ça, c'est la définition de l'OMS de 2009. Il faut savoir qu'avant, c'était 2 ans de rapports réguliers et que trop souvent encore, les patients et malheureusement certains médecins ignorent qu'on est passé à 1 an. Et puis, plus récemment aussi, que désormais, on conseille, après 35 ans, de consulter dès 6 mois de rapports réguliers. Alors, les Américains, les recommandations anglaises aussi, depuis 2013 pour le NICE, faisaient bien état déjà de ces 6 mois. En France, il a fallu attendre les recommandations du collège qui viennent de sortir, où on le redit bien, pour les femmes après 35 ans, il ne faut pas attendre 12 mois. Et par ailleurs, dès qu'il y a des troubles, par exemple, la dame qui nous dit « moi, j'ai mes règles 3 fois par an », je rajouterais, si vous permettez, Stéphane, aussi, le monsieur qui, quand on l'interroge, dit « ah oui, moi, mes testicules ne sont pas descendus tout seuls, j'ai été opéré à 5 ou 6 ans ». Ça ne justifie de ne pas attendre les 1 an de rapport régulier, au moins pour commencer les explorations. Et ces éléments ne sont pas suffisamment pris en compte. Après, dans les proportions et les causes, vous avez dit tout à l'heure à peu près 25% d'infertilité inexpliquée. Il faut savoir que c'est très difficile de donner des chiffres. Il n'y a pas, sauf une enquête écossaise d'un certain temps, puis une enquête française, alors qu'il y a plus de 20 ans de Patrick Tonneau, de données exactes pour savoir combien de cas de telle ou telle infertilité. L'enquête écossaise, par contre, elle a l'intérêt de bien dire que l'infertilité sans cause, ça va en augmentant avec l'âge. Et que, après 40 ans, par exemple, c'est presque 50% au moins. Mais ce n'est pas des vraies infertilités sans cause. C'est sans autre cause que l'âge. Et sinon, c'est vrai qu'on voit toujours traîner qu'un couple sur 7 va consulter. Je crois que ça ne veut rien dire du tout. On sait bien que c'est fonction des pays. Il y a des pays comme la Pologne où on arrive à 30% d'infertilité. C'est pas vrai. C'est obligatoirement faux. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de définition. Il y a des vieilles études qui partent sur les 2 ans de rapports réguliers sans grossesse. Il y a des études à plus d'1 an. Il y a des études qui tiennent compte du fait que pour les femmes de 35 ans, il faudrait parler de 6 mois. Donc, il est très difficile de donner des chiffres exacts. Bon, désolée pour l'introduction. Non, au contraire, c'était une très bonne introduction parce que ça permet de rebondir et de répondre. Ce que vous avez dit, c'est exactement ce que nous disent nos couples. Ah, docteur, on m'a dit de ne pas consulter avant puisqu'on n'avait pas 2 ans. Ça, c'est le pire des cas parce que c'est plus vrai. Ou, ah non, mais j'ai des règles 3 fois par an. Mais imaginez qu'on m'a dit d'attendre 1 an. Donc, vous avez bien lancé le débat. Merci beaucoup, au contraire. Merci. Professeur Droupi, alors quels examens permettent de diagnostiquer une infertilité et quand faut-il les faire? Alors, je vais revenir exactement sur la même chose, c'est-à-dire que l'idée, c'est que si effectivement on a le moindre doute sur sa capacité à concevoir, il faut aller consulter assez vite. Et ça peut être dans un certain nombre de cas qui ne sont pas spécifiques de la fertilité, mais si on a une maladie chronique, si on prend des médicaments, si on est exposé à des toxiques, que ce soit le tabac, le cannabis ou d'un point de vue professionnel, si on a été opéré, si on a un doute sur la normalité de son appareil génital, et ben justement, il faut consulter. Aujourd'hui, il n'y a pas de consultation préconceptionnelle ou pré-nuptiale comme il pouvait y avoir avant, qui n'a pas d'intérêt aujourd'hui, puisque 69% des gens font des bébés hors mariage. Mais si on a le moindre doute, il ne faut pas hésiter à les consulter assez vite le jour où on a décidé ou on envisage de faire des enfants, parce qu'effectivement, si on voit les gens trop tard, on perd des chances. Donc l'interrogatoire, c'est un moment extrêmement important et l'examen clinique aussi, c'est un moment extrêmement important pour vérifier que l'appareil génital est normal, et on sait que les gens, quelquefois, ont des difficultés à consulter pour des doutes qu'ils pourraient avoir sur leur appareil génital. Donc, on va vérifier que tout est en place, qu'il y a 2 testicules, qu'il y a 2 canaux d'efférence, et les petits canaux qui vont apporter les spermatozoïdes jusqu'à la prostate, que la prostate est là et qu'elle est normale, qu'il n'y a pas d'anomalie qu'on appelle une varicocèle, qui est quelque chose qui est très fréquent et qui est une dilatation des veines du testicule au-dessus du testicule gauche. Donc, tout ça, ça va être vérifié par un médecin. L'idéal, c'est un médecin qui s'y connaît un petit peu. Il n'y en a pas forcément tant que ça qui s'intéresse à ça. Donc ça peut constituer un problème, notamment pour l'examen des hommes. Mais ça commence à évoluer aussi. Et puis ensuite, ce qui va être
déterminant, c'est l'examen du sperme, bien sûr. Le sperme il va être recueilli donc au laboratoire par masturbation avec une ordonnance. Et puis là, on va avoir une idée un petit peu de savoir si les spermatozoïdes de monsieur sont capables, entre guillemets, sont en nombre et vont permettre de faire un bébé ou non. Donc, on va se retrouver globalement dans 3 cas. Le cas où le sperme est normal selon les normes internationales de l'OMS. Et là, on va se dire, globalement, il y a peu de chances qu'il y ait une cause masculine. Soit les spermatozoïdes sont là, mais ils ne sont pas top. Ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont pas très mobiles, ils sont pas tous normaux. À ce moment-là, on va tomber dans une catégorie où il y a des spermatozoïdes, mais qui ne permettent pas de rentrer dans les critères de normalité tout à fait. Puis il y a le troisième cas où il n'y a pas du tout de spermatozoïdes. Donc là, souvent, le ciel leur tombe sur la tête, effectivement. Ça se vérifie par un deuxième examen pour être sûr que les conditions de réalisation étaient correctes. Mais déjà, on commence à avoir un cadre pour le monsieur de savoir ce qu'on va pouvoir faire. À partir de ces données-là, on va aller sur un bilan un peu plus poussé, une échographie, un bilan hormonal, éventuellement un bilan génétique. Éventuellement, on va fouiller un petit peu plus les spermatozoïdes et leur ADN. Et puis, on va du coup se retrouver avec des diagnostics évidents, des causes qu'on va dire modifiables, qui vont nous permettre d'essayer d'aller vers quelque chose, vers une guérison, entre guillemets, en tout cas, permettre au couple de faire un bébé sans aide médicale et puis sinon identifier la meilleure manière de les aider à faire. Idéalement, cette évaluation, elle se fait de façon conjointe pour l'homme et pour la femme en même temps. Pas d'abord la femme et puis si jamais la femme, eh bien, on va chercher l'homme après parce que voilà, aujourd'hui, on sait, on y reviendra, que globalement, il y a à peu près les problèmes sont partagés de façon à peu près égale et donc il faut mener ces deux investigations de façon parallèle et autant que se peut par des spécialistes qui connaissent le sujet. Est-ce que je peux rebondir, Pauline, sur ce que vient de Bien dire? sûr, bien sûr. Je crois que vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. Dans le temps, il y avait l'examen prénuptial. On devait signer des certificats, c'était il y a bien longtemps, il y a presque plus de mariage, donc ça n'a plus de sens. Par contre, la consultation préconceptionnelle, le plan national fertilité qui vient de sortir, on a essayé de le repromouvoir, que quand on veut un enfant, allez consulter au début, d'emblée. Alors, comme Stéphane, moi je dirais qu'il faut que ce soit quelqu'un qui sache. Parce que par exemple, il y a des tas de fake news, il y a le rôle du cannabis que vous avez cité. Le cannabis a un effet néfaste, on le sait, sur le sperme maintenant. La cigarette électronique aussi. Il y a des tas de choses qui ne sont pas toujours connues et on a tout intérêt à en discuter d'emblée. Donc, cette consultation dès le départ, sans attendre 12 mois, on envisage d'arrêter la pilule. Ce serait très mignon, mais actuellement, souvent, c'est vrai que les couples disent nous allons arrêter la pilule et c'est bien, ça prouve le rôle du papa, je trouve ça fondamental. Mais donc, ce serait bien de la réhabiliter au maximum, cette consultation préconceptionnelle qui existe pour la HAS depuis 2012, mais qui n'est pas du tout utilisée, et qu'on puisse dire, ben voilà, quelqu'un qui va faire l'analyse, exactement toutes les questions qui ont été dites, et pour l'homme et pour la femme, parce que le deuxième point très important sur lequel je voulais rebondir, c'est que c'est un couple qui veut un enfant, c'est pas une dame toute seule et c'est pas un monsieur tout seul, et que très très souvent, on découvre qu'il y a un problème des deux côtés. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, mais c'est une réalité, qu'une femme très très fertile, elle fera un enfant, elle l'obtiendra, même si le monsieur n'est pas très fertile. Et à l'inverse, un homme très, très fertile aura un enfant avec une femme moyennement fertile, parce que la fertilité de l'un peut compenser celle de l'autre. Et qu'au contraire, quand ils sont devant nous, c'est bien parce que le plus souvent, il y a un problème des deux côtés. Alors. Merci beaucoup. Oh, il y a une bonne question pour Monsieur Droupi. Elle est très importante parce que c'est l'histoire des classifications Kruger et David et qu'on voit arriver tellement d'hommes terrorisés par des classifications Kruger et leur sperme anormal. Oui, non, mais ça, après, c'est la normalité. C'est vrai que les hommes peuvent… La plupart du temps, ils nous font confiance quand même si on arrive à leur expliquer qu'il suffit d'avoir plus de 4% et que ça va, ils nous font confiance. Voilà, c'est…
Et à Paris, Souvent, je ils peux ont dire, pas. on voit arriver beaucoup de gens paniqués parce qu'ils n'ont pas fait attention au petit pourcentage indiqué et qu'ils n'ont pas fait attention que leur spermogramme avait été fait avec une classification dite David modifiée et qu'ils avaient 65-70% de forme atypique. Et soudain, ils se retrouvent avec 96 ou 97%. Ils nous disent c'est une catastrophe. Et on se Ah dit, mais oui. lisez, il y a marqué que c'est une classification américaine de Kruger dans laquelle c'est normal jusqu'à 96%. Alors, comme vous dites, il nous faut confiance, mais avant, ils arrivent un peu terrorisés. Ah ouais, c'est possible. Ah bon, pas à Nîmes. Bon, chez nous, Franchement, c'est pas un cas que je vois souvent, mais c'est c'est amusant. possible. Est-ce que vous pouvez juste poser la question qui a été posée pour que tout le monde, tous les internautes, voilà, comprennent la réponse que Oui, non, vous avez faite? l'idée, c'était que dans les normales, il y a deux classifications et qu'en fait, il faut assez peu de spermatozoïdes normaux pour que ce soit pour avoir un spermogramme correct, mais il en faut quand même un petit peu. Il y a des gens qui peuvent avoir eu des résultats dits normaux avec une classification et puis qui vont se retrouver avec un spermogramme fait par un laboratoire qui utilise une autre classification avec une différence importante de pourcentage de spermatozoïdes normaux et qui arrivent paniqués parce qu'ils ont l'impression que leur spermogramme se dégrade. Donc, D'accord. souvent, les laboratoires ne donnent pas même quasiment d'interprétation des spermogrammes. Ils mettent les chiffres pour les patients et nous, ils nous donnent une interprétation. Mais c'est vrai que les gens qui lisent ça vont sur Internet, etc. Ça peut être un petit peu inquiétant dès qu'on est au-dessous des valeurs normales. Hein, c'est clair. Très bien, bah, merci beaucoup. Docteur Bellé-Chalard, quelles sont les causes du coup de l'infertilité féminine? Quels sont les traitements actuels, peut-être à venir aussi? Et quelles sont les chances de réussite pour les patientes? Alors, il y a plein de questions en même temps. Quelles sont Oui, les causes? Schématiquement, on peut dire qu'il y a des causes mécaniques et des causes endocriniennes. Tout ce qui est mécanique, ça veut dire essentiellement si les trompes sont bouchées, ça peut être et on parle d'infertilité tubaire, ça peut être une infertilité cervicale, c'est plus rare, avec un problème de glaire cervicale, ou bien il y a tous les problèmes endocriniens qui sont des problèmes d'ovulation. Soit c'est l'ovaire lui-même qui ne marche pas, c'est le plus grave, soit c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire, l'hypophyse étant une petite glande à la base du nez et des pommettes et qui elle-même est sous la commande d'une autre glande, l'hypothalamus, mais qui, l'hypophyse, commande le fonctionnement des ovaires. Donc, globalement, on peut dire soit l'ovocyte n'est pas, et la même chose d'ailleurs pour le spermatozoïde, il n'est pas fabriqué par l'ovaire, ou bien il est fabriqué par l'ovaire, mais la rencontre ovocyte-spermatozoïde ne peut pas avoir lieu. C'est l'opposition endocrinienne et mécanique. Moi, je dis souvent d'ailleurs la même chose pour l'homme, soit les spermatozoïdes ne sont pas fabriqués, soit ils sont fabriqués, mais le chemin pour les éliminer, pour les excréter est bouché. Alors, ensuite, les traitements. Les traitements, ils sont en fonction de la cause. Mais comme on l'a dit et on a insisté tous les deux, le plus souvent, c'est une cause des deux côtés. Donc, il va falloir prendre en compte vraiment le couple. S'il y a un problème tubaire, avant, c'était la chirurgie tubaire, quand les trompes, qui est le petit conduit qui relie l'utérus à l'ovaire et dans laquelle va avoir lieu la rencontre ovocyte-spermatozoïde, si les trompes sont abîmées, on pouvait faire une chirurgie. Je reconnais qu'on l'a fait de moins en moins. Ou bien, si c'est une cause endocrinienne, on va utiliser des médicaments pour stimuler l'ovulation. Le traitement, il doit être adapté à chaque cas. C'est d'abord les stimulations de l'ovulation si c'est un problème d'ovulation. Si c'est une infertilité sans cause ou masculine légère, relative, on peut utiliser une stimulation et une insémination. Et enfin, quand il y a une infertilité masculine sévère, quand l'insémination a échoué, quand il y a une infertilité tubaire, on a recours à l'assistance médicale à la procréation. Et le mot exact en France, c'est AMP, c'est celui de la loi. Et je trouve qu'il est plus joli parce que c'est assistance médicale, c'est une assistance qu'on donne à la procréation, alors qu'on sait tous que PMA, c'est un mot inventé par les journalistes pour dire procréation médicalement assistée. Et il y a tout de suite une notion un peu comment il faut aider à la procréation. Ben non, l'AMP, c'est l'assistance médicale à la procréation. Donc voilà, c'est à peu près ça l'ordre. Et dans l'AMP, il y a la distinction entre FIV classique, où on va laisser l'ovocyte et le spermatozoïde se débrouiller tout seuls pour faire la fécondation, et la micro-injection, où on injecte un spermatozoïde dans le cœur de l'ovocyte. Très bien, ouais, merci beaucoup. Les chances de réussite, vous n'en avez pas parlé? Alors, non, c'est vrai. Tout d'abord, tous les traitements ont un taux de succès qui est fonction de l'âge de la femme. Et ça, c'est vraiment fondamental. Plus vous vieillissez, moins les traitements, que ce soit une stimulation, que ce soit une insémination, que ce soit une FIV, vont marcher. Et c'est vrai que trop souvent, nous, on a encore des consultations envahies de dames de 40 ans qui ont laissé faire le temps. Parfois,
parce qu'elle ne savait pas, parfois parce qu'on les a laissés faire le temps, ou encore parce qu'elle disait, moi je savais bien qu'il fallait venir avant, mais mon mari disait, lui, on va laisser faire la nature. Et mon mari, mon conjoint, mon copain, ben, il faut qu'il soit conscient que non seulement l'âge de la femme, ben, c'est l'ennemi, le temps c'est l'ennemi des femmes, mais que c'est aussi l'ennemi pour l'homme. Et là, je laisse Monsieur Droupi. Et du coup, professeur Droupi, alors, docteur Belaï Chalard a déjà un peu répondu, mais quelles sont les causes de l'infertilité masculine, les traitements actuels, les chances de réussite, et puis comment vous rebondissez finalement sur l'intervention du docteur Belaï Chalard? Oui, alors du côté masculin, c'est vrai qu'on avait souvent tendance à laisser un petit peu l'homme de côté du moment qu'on avait des spermatozoïdes. On se disait, bon, on pourra toujours faire une FIV, il faut quelques spermatos. Je pense que aujourd'hui, il faut voir les choses un peu différemment. C'est important d'essayer d'identifier les causes parce qu'il y a des traitements et puis les résultats de ces traitements sont variables en fonction des causes. Et de dire qu'on a un spermatozoïde et ça va aller, ce n'est pas une bonne pratique, on va dire. Donc, l'intérêt de la prise en charge de l'homme, c'est d'essayer d'identifier s'il y a des causes qui sont modifiables et si on peut obtenir une réversibilité du problème masculin. Ça peut être le cas en cas de varicocèle. La varicocèle, c'est une dilatation des veines du testicule, souvent à gauche, qui va augmenter la chaleur locale et puis générer des anomalies au niveau des spermatozoïdes. Ça peut être opéré, ça peut être embolisé. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Il y a des causes obstructives rares, hein, les kystes prostatiques, qui vont boucher l'arrivée des canaux éjaculateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on peut guérir. Après, il y a les hommes qui ont fait une vasectomie. On n'en voit pas beaucoup en France parce que ce n'était pas très développé, mais on commence à en faire pas mal. Donc, un jour, ça va venir. Et puis, qui regrettent. Là, aujourd'hui, il y a des opérations pour remettre en circuit le système qui aboutissent la plupart du temps à des spermatozoïdes dans l'éjaculat et donc la possibilité de concevoir naturellement. Et puis, il y a des hommes qui sont exposés pour des raisons professionnelles ou autres à des toxiques, à de la chaleur, hein, les pizzaiolos, les cuisiniers, qui ont les testicules à 50 degrés toute la journée. Bah, ces gens-là, on peut essayer de les améliorer. Alors, l'objectif, parfois, c'est d'améliorer suffisamment pour permettre une grossesse naturelle, ça peut être le cas. Hein, et puis, quelquefois, ça va être d'améliorer le spermogramme pour permettre un meilleur résultat en FIV. Et ça doit être quelque chose qui est systématique, même si, de temps en temps, il faut prendre un peu de temps pour le faire. Il y a des traitements hormonaux, il y a des traitements médicamenteux aussi dans de rares cas qui peuvent être utilisés, le traitement des infections, il y a des hommes qui ont des infections qui peuvent altérer leur fertilité, donc ça, il ne faut pas passer à côté de ça. Et puis, je vais juste prendre 5 minutes pour parler un peu des compléments alimentaires qu'on dit antioxydants, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à peu près 80% des hommes qui passent voir un gynécologue, voir un urologue, ont une prescription de suppléments alimentaires antioxydants quand ils ont des spermatozoïdes, comme j'ai dit, pas top, hein, quand ils n'en ont pas du tout. Hein. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de données très, très solides pour dire que ça sert à quelque chose si c'est prescrit de façon isolée. C'est facile à prescrire, ce n'est pas toxique en général, quoique, mais si c'est prescrit de façon isolée, l'intérêt de ces compléments alimentaires antioxydants, on peut en espérer une petite dizaine de pourcents d'amélioration, pas plus. Donc, ça doit s'intégrer dans une prise en charge globale de ces hommes qui ont des spermatozoïdes pas parfaits, qui vont passer par revoir leur régime, revoir ce qu'ils mangent, comment ils le mangent, revoir l'activité physique, éliminer les toxiques, le tabac, le cannabis, et puis bien sûr l'exposition à la chaleur, etc., refaire de l'activité physique. Et à ce moment-là, on peut effectivement avoir un intérêt à utiliser ces suppléments qui aident en fait les spermatozoïdes, qui sont des petites cellules fragiles, à lutter contre les agressions qu'ils subissent toute la journée. Donc là, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a les hommes qui n'ont pas du tout de spermatozoïdes. Hein. C'est appelé l'azoospermie. Ces hommes-là, comme le disait Dr. Belaïch, c'est soit que les spermatozoïdes sont produits mais ne peuvent pas sortir, soit que les spermatozoïdes ne sont pas produits parce que le testicule ne sait pas faire, hein, pour différentes raisons. Donc, s'il y a des spermatozoïdes qui sont produits, à ce moment-là, dans la grande majorité des cas, on va réussir à aller les chercher au minimum, voire à réparer la voie d'excrétion des spermatozoïdes.
Et là, on va obtenir une grossesse à peu près dans tous les cas, soit en FIV, soit, si on a de la chance, naturellement. Et puis, il y a les gens qui ont des testicules qui ne font pas de spermatozoïdes pour des raisons, la plupart du temps, qui sont génétiques ou qu'on ne comprend pas, mais qui peuvent être génétiques aussi si on ne les comprend pas. Et à ce moment-là, on va faire une opération qu'on appelle en français une biopsie testiculaire qui va permettre d'extraire des spermatozoïdes chirurgicalement de la pulpe testiculaire ou des petits canaux qui sortent du testicule, et puis on va les congeler ou les utiliser frais pour pouvoir faire une grossesse, une fois qu'on aura bien sûr bien cadré le bilan, notamment génétique, de ces gens. Voilà à peu près les solutions. Après, les solutions, les résultats en FIV, c'est à peu près les mêmes que ce qu'on vous a dit. Ah oui, sur les résultats, on peut rebondir parce que vous m'avez dit que je n'avais pas répondu. C'est vrai, et parce que c'est fonction de l'âge. Je peux vous donner le taux moyen de l'Agence de biomédecine. En FIV comme en ICSI, c'est 20% d'accouchement par tentative. Mais très honnêtement, ça ne veut strictement rien dire. Parce que si vous avez 40 ans, ce sera plutôt 10%. Si vous êtes à 42 ans, en fin de ce qui est possible en France, puisqu'on n'a plus le droit de faire des FIV après 43 ans ou de l'ICSI, vous êtes à même pas 5% d'accouchement. Alors, 2 fois plus de grossesse, mais il y a des fausses couches. Et à l'inverse, si vous êtes une femme jeune de 30 ans, votre taux d'accouchement va dépasser les 30%. C'est pour ça que le taux moyen, bien sûr qu'on peut le donner, c'est 20%, mais, et 10% pour les inséminations. Mais ça ne veut rien dire, un taux moyen. C'est vraiment en fonction de l'âge. Et ce qui est important probablement de dire à tout le monde, c'est si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que malheureusement, vous êtes déjà concerné et on ne peut plus rien faire sur l'âge. Mais il faut en parler. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Il faudrait que les couples, les femmes, les hommes, sachent qu'il faut être pris en charge le plus rapidement possible. Il ne faut pas faire confiance à la nature. La nature, c'est pas une amie tout le temps. Bonne dame nature, non, je suis pas d'accord avec cette expression. En caricaturant, moi je dis souvent, la nature, c'est la maladie, la mort et la souffrance. J'exagère volontairement, j'en ai conscience. Mais ce que je veux dire par là, c'est plus vous attendez, moins il va y avoir de chances d'avoir des grossesses. Il y a une étude de Zhang, une étude australienne, qui a bien montré qu'on diminue de 15% par an le taux de succès quand on attend un an après 35 ans, et c'est 15% par année. Donc vraiment, il faut le dire autour de vous. Si vous voulez un enfant, consultez rapidement. On l'a dit tout à l'heure, à 12 mois si vous avez moins de 35 ans, à 6 mois si vous avez plus de 35 ans. Les Américains disent même de suite si vous avez 40 ans. Ce n'est pas dans les recommandations du collège. Et bien qu'en étant la présidente, je le dis, moi je le regrette. Je pense qu'il faudrait le dire à 40 ans. Quand on commence à vouloir un enfant à 40 ans, il faut consulter tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de bons cycles qui restent. C'est maintenant qu'il faut les prendre. Merci beaucoup. Alors, je m'adresse encore à vous. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'ai envie de vous poser les mêmes questions sur les causes et les traitements possibles lorsque l'infertilité provient de la femme et de l'homme. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet-là ? Non, je dirais que c'est vrai que le plus souvent, ça correspond effectivement à la femme et l'homme. Mais par exemple, on peut expliquer une patiente qui a des ovaires polykystiques. Donc, on pourrait le traiter uniquement par une stimulation de l'ovulation. Mais si le sperme de son mari n'est pas parfait, ou si, parce qu'il faut aussi interroger, il faut être curieux quand on fait de l'infertilité, mais il faut interroger à bon escient l'interrogatoire ou l'entretien. Je sais qu'une des questions que les jeunes posent tout de suite, c'est combien vous avez de rapports. Alors là, la réponse classique, si vous posez cette question au tout début d'un entretien, c'est comme tout le monde. Puis à vous de savoir ce que ça veut dire comme tout le monde. Donc, il faut, je pense, vraiment faire connaissance avec la femme, poser toutes les questions, en sachant que vous ne nous dites pas spontanément tout. Moi, j'apprends qu'on a des dossiers tout faits, il faut poser la question. Prenez-vous des médicaments? Parce que sinon, le médicament, ça fait partie de votre vie. Et donc, vous ne nous le direz pas spontanément, alors qu'on sait qu'il y a des médicaments qui ont effectivement un effet sur la fertilité. Donc, il faut être curieux, il faut poser des questions. Madame, monsieur, donc l'idéal, c'est vrai que c'est que le couple soit là à la consultation pour infertilité. Et puis, à la fin, il faut quand même demander combien avez-vous de rapports. Et de temps en temps, la dame nous dit mon mari est fatigué, vous savez. Et il faut traduire, donc ça veut dire 1 ou 2 par mois. Oui, à peu près. Bon, donc, il y a des tas de choses comme ça. Donc, il faut le savoir aussi et poser les bonnes questions. Je crois que l'entretien, moi, j'essaye de ne pas l'appeler interrogatoire parce que je trouve que ça fait un peu policier, mais en vrai, c'est quand même un interrogatoire, il faut bien dire la vérité, et savoir poser les questions. Et puis, vous de votre côté, tous les patients, dites-nous tout, parce qu'il y a souvent des squelettes dans le placard, et c'est pour ça que vous venez nous voir rapidement, mais vous ne nous dites pas tout de suite quel est le squelette, entre guillemets, c'est la formule anglaise, le squelette dans le placard, mais c'est important de savoir. Par exemple, on découvre qu'en réalité, si vous êtes inquiet, et ça fait que 6 mois, et vous avez 30 ou 34 ans, il n'y a pas de raison, mais quand on creuse un peu les choses, la
patiente finit par nous dire, vous savez, mes parents, ils disent qu'ils m'ont eu qu'au bout de 10 ans et que jamais ça avait marché. Ou ma petite sœur, elle a fait 10 fausses couches. Enfin, des trucs qui sont importants. C'est ce que j'appelle le squelette dans le placard. Et l'entretien, mais il a pour but de dénicher le squelette. Merci beaucoup. Alors, professeur Droupi, est-ce que vous pouvez nous parler de la paternité tardive et quelles questions soulève-t-elle? Alors, oui, c'est un cas particulier, mais c'est vrai que alors, qu'est-ce que c'est que la paternité tardive? En gros, il y a une définition qui a été à peu près donnée récemment, c'est le fait d'avoir un enfant pour un homme après 45 ans. Alors, en gros, ça augmente quand même, hein, parce qu'en 20 ans, on est passé on est à 7% aujourd'hui, je pense que ça a dû être multiplié par 3 en 20 ans. Alors pourquoi 45 ans? Alors d'une part, c'est parce que les gens pensent ça, hein. Il y a eu des études qui ont été faites chez les gens leur demandant qu'est-ce que vous considérez comme être une paternité tardive, et 45 ans étaient sortis. C'était plutôt 41 pour les femmes. D'autre part, parce qu'il y a une baisse de la fertilité naturelle. Les moyens avant 45 ans, c'est plutôt 10 mois. Après 45 ans, c'est plutôt 20 mois pour faire un enfant. Et puis, parce qu'après 45-50 ans, il y a une augmentation des risques pendant la grossesse, donc pour la femme, de diabète gestationnel, de problèmes pendant la grossesse, pour l'enfant au moment de la naissance, hein, il y a un risque de complications, même s'il n'est pas très fréquent, qui est un peu plus important quand le père est un peu plus vieux. Donc, il n'y a pas que l'âge de la mère qui est important, l'âge du père l'est aussi. Et puis, il y a un certain nombre de choses, notamment, on sait que plus les spermatozoïdes vieillissent, plus le nombre de mutations génétiques qui transportent et qui transmettent sont importantes, et que ça, statistiquement, ça aboutit à plus de risques de maladies transmises chez l'enfant, de maladies neurologiques, de malformations. Et donc, voilà, aujourd'hui, alors ça n'empêche pas évidemment qu'il y ait de plus en plus d'enfants nés de pères tardifs et qui vont maladie rare, hein, extrêmement rare, mais ça fait partie, je pense, de l'information de ces couples qui cherchent absolument à avoir un enfant et qu'il faut transmettre pour qu'ils comprennent ça. Aujourd'hui, la loi a régulé un peu ça, c'est-à-dire que pour convenance personnelle, on ne peut plus conserver du sperme dans un sécos après 45 ans. Pour les filles, la limite, elle est à la 59e année pour les hommes. Avant, il n'y avait pas vraiment de limite, c'était au choix. Enfin, au choix des centres, hein, bien sûr, pas des gens. Mais en pratique, voilà, c'est quelque chose qui s'est un peu cadré assez récemment et qui permet comme ça de faire une information des couples et des hommes qui voudraient faire des enfants un peu tardivement et qui n'y arrivent pas. On peut rebondir sur les limites d'âge parce que c'est un point très important. Comme effectivement, on n'avait pas de loi jusqu'à la loi du 2 août 2021 et au décret d'application du 28 septembre 2021. Et maintenant, par exemple, pour une assistance médicale à la procréation, donc pour une ponction, on ne peut plus la faire après le 43e anniversaire de la femme et le ou la conjointe doit avoir, comme ça vient d'être dit, moins de 60 ans. De la même façon, l'autoconservation pour l'ovocyte a été limitée à 37 ans. C'est mieux pour l'homme, effectivement, comme vous le disiez, c'est 45. Mais pour la femme, il faut faire une autoconservation, si elle est de convenance, avant 37 ans. Et par contre, les ovocytes autoconservés ou les embryons congelés peuvent être réutilisés jusqu'au 45e anniversaire de la femme et le ou la conjointe doit avoir moins de 60 ans. Alors, dans la loi, il y a un petit additif dont je ne parlais pas, mais dont il faut bien parler, qui est le fait qu'il est autorisé de faire des inséminations jusqu'à 45 ans de la femme. C'est complètement aberrant. Nous ne comprenons pas pourquoi c'est passé dans la loi. Enfin, si, moi j'ai une arrière-pensée, je pourrais vous la livrer, mais c'est une erreur. Pourquoi est-ce que les taux de succès diminuent avec l'âge chez la femme? Parce qu'avec l'âge, il y a moins d'ovocytes, mais qu'aussi ils sont de plus en plus anormaux sur le plan chromosomique. C'est ce qui fait qu'avec l'âge, il y a plus de fausses couches, plus d'anomalies chromosomiques comme la trisomie 21. Et donc, on sait que les taux de succès chutent en AMP, mais en FIV, mais ils chutent aussi en insémination. Donc, c'est absolument aberrant. Tous les résultats le montrent. Après 40 ans, les résultats en insémination sont quasiment nuls, et après 43 ans, ils sont nuls. Alors, je disais que j'avais une interprétation sur pourquoi ça a été accepté, parce qu'effectivement, la loi autorise désormais les couples de femmes et les femmes seules à être prises en charge. Et le problème, c'est que les femmes
ça ne change rien, leur orientation sexuelle. Elles ont moins d'ovocytes avec l'âge et elles ont de toute façon des ovocytes de plus en plus anormaux, contrairement à ce qui a été seriné au gouvernement en disant oui, mais elles n'ont pas eu de chance avant, il faut bien les autoriser jusqu'à 45 ans. Mais c'est une fausse autorisation. Si une femme veut un enfant parce qu'elle est seule ou parce qu'elle est en couple homosexuel après 43 ans, il faut lui expliquer qu'il ne faut pas d'insémination, il faut un don d'ovocytes qui lui aussi est autorisé jusqu'au 45e anniversaire de la femme. Merci beaucoup. Je vous propose d'une dernière question avant de laisser la place aux questions des participants. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, puisque tout de suite après, on va faire une session de questions-réponses. Alors, peut-être une dernière question. Docteur Belaï Chalard, pouvez-vous nous dire quel est le parcours idéal quand un patient a une suspicion d'infertilité? À qui doit-il s'adresser? Vous avez dit tout à l'heure que l'important, c'était finalement de vous adresser, s'adresser à des médecins qui connaissent. Est-ce qu'il y en a partout en France? Comment on fait? Alors, moi, j'aime bien la formule de M. Droupi qui a dit il faut essayer de trouver quelqu'un qui connaît. C'est quand même le plus important. Malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas absolument le cas de partout. Ça va dépendre de où vous habitez. Si vous avez la chance d'être dans une métropole, une grande ville, quelle qu'elle soit, il y a toujours des centres d'assistance médicale à la procréation, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Et ça, c'est vraiment peu importe, mais ça permet de savoir où s'adresser. Parfois, si vous êtes très loin, le première étape, ça peut être le médecin généraliste, la sage-femme, puisqu'il y a plus de sages-femmes en ville qu'il n'y a de gynéco-médical ou de gynéco-obstétricien. Donc, c'est gradué, mais si vous le pouvez, ne perdez pas de temps et chaque fois que possible, quand vous avez les fameux 12 mois ou 6 mois après 35 ans, essayez de vous adresser dans un centre de médecine de la reproduction. Très bien, c'est très clair. Professeur Droupi, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est vrai. Il y a encore moins d'urologues qui s'intéressent vraiment à la fertilité que de gynéco, même si voilà, on travaille depuis 20 ans et que je pense que la nouvelle génération va être un petit peu plus, un peu mieux formée. Mais enfin, ça reste aujourd'hui quelque chose de difficile, oui. Donc, il faut essayer de trouver. Ouais. Moi, je dis en plaisantant, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'il y a deux types d'urologues, ceux qui s'occupent des prostates des vieux monsieur et ceux qui s'occupent d'infertilité. Et je conseille toujours à mes patients de voir plutôt d'éviter les premiers, enfin, quand ils sont vieux, c'est autre chose, et plutôt de trouver ceux les plus jeunes ou ceux, en tout cas, qui s'occupent d'infertilité. Ça, c'est sûr. Je vous propose de passer à la session de questions-réponses. Anaïs, je te passe maintenant la main, voilà, pour donner la parole à nos internautes. Merci Pauline, bonjour à tous et merci pour vos questions pendant le chat et également aux questions que vous nous avez envoyées lors de votre inscription. Je vais commencer par une question au professeur Droupi. Il y a un participant qui demande si le taux d'spermatozoïdes normal est très bas. Est-ce que la conception pourrait engendrer des problèmes de santé chez l'embryon? En général, ça empêche la conception, tout simplement. Hein. S'il n'y a pas assez de spermatozoïdes normaux, on ne va pas réussir à avoir des embryons. Normalement, il y a plusieurs filtres pour faire en sorte que ça ne fasse pas d'enfants anormaux. Donc, ce n'est pas là le vrai risque, en fait. D'accord. Docteur Belaï Chalard, nous avons une participante qui demande si c'est normal qu'une insémination avec stimulation ovarienne soit très douloureuse dans les jours qui suivent. Non. Il faut en parler au gynéco qui l'a faite. Peut-être qu'il y a eu des contractions, peut-être qu'il faut prendre du Spasfon. Il n'est pas normal que ce soit très douloureux, sauf si ça a été très stimulé, mais même il n'y a pas. Normalement, ça ne doit pas être douloureux. D'accord, très bien, merci beaucoup. Professeur Droupi, nous avons un participant qui demande comment prendre en charge des personnes après un traitement par méthotrexate, pardon pour la prononciation. Faudrait-il anticiper pour préserver la fertilité avant de congeler les spermatozoïdes? Alors oui, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été un peu structuré, la préservation de fertilité avant le traitement des cancers, parce qu'en général, le méthotrexate, même si ça peut être utilisé dans des maladies rhumatismales, c'est souvent un traitement qui est utilisé et qui va altérer la fertilité des hommes et des femmes aussi, je pense. Donc oui, si on peut, il faut en parler, si c'est quelqu'un qui est dans cette limite des 60 ans, hein, bien sûr.
il faut parler lorsqu'on prescrit des traitements qui sont potentiellement néfastes pour la fertilité aux patients et leur proposer une conservation, une cryoconservation, c'est-à-dire mettre des spermatozoïdes au frais, faire des paillettes, s'ils ont le souhait de faire des enfants après, même à la limite s'ils n'ont pas le souhait avéré, puisqu'on sait qu'il y a 30% des gens qui l'évoquent pas au moment du traitement par chimiothérapie, par ces produits-là, et qui après vont le regretter. Donc aujourd'hui, ça fait partie des soins de support, hein, puisque l'association des soins de support et le plan cancer se sont enfin décidés à définir les choses dans ce domaine. C'est l'année dernière. Donc oui, tous les patients qui vont avoir des traitements néfastes pour leur fertilité, il faut les informer. Hein, c'est médico-légal pour les gens qui prescrivent ces traitements, et il faut leur donner la possibilité de conserver leurs spermatozoïdes, leurs ovocytes, dans la mesure où ils ont moins de 60 ans. Je peux me permettre juste de dire que tout dépend de l'usage du méthotrexate, parce que si on l'utilise pour une grossesse extra-utérine, par exemple, à la dose de 1 mg kilo, il n'y a aucun effet quand on traite médicalement la grossesse extra-utérine. Dès les cycles d'après, la patiente peut reconcevoir sans souci. Ce n'est pas du tout les mêmes doses utilisées que ce qui peut être utilisé dans une chimiothérapie. Donc, il ne faut pas paniquer les femmes qui ont une GEU. Là, il n'y a pas besoin d'autoconservation avant. Merci beaucoup. Docteur Belay-Chalard, nous avons eu plusieurs questions sur l'endométriose. Nous avons notamment une participante présente qui demande, en cas d'endométriose stade 3, elle a été opérée et il n'y a pas de souci du côté de son mari. Quelle technique sera la première proposée? Ils ont tous les deux 30 ans et elle demande également quel serait le taux de réussite. Et j'ai l'impression qu'elle... Tout dépend de l'état de ses trompes. Si elle a une hystérographie ou si lors de l'intervention, elle a celluloscopie, il y a une épreuve au bleu et qu'on sait que ses trompes sont perméables et qu'elle a 30 ans, il est possible de tenter sans insister 2 ou 3 inséminations. Si les trompes ne sont pas parfaites, il est préférable de passer directement en fécondation in vitro et il est démontré que l'endométriose ne fait pas chuter les taux de succès en matière de fécondation in vitro. Merci beaucoup, docteur. Alors, je vois que la question de la participante est assez spécifique. Je vous rappelle que les deux médecins ici présents peuvent vous proposer un deuxième avis sur le site deuxièmeavis.fr, un avis sur dossier sur votre cas particulier en prenant en compte vraiment tout votre dossier médical. Donc, si vous voulez une réponse plus étayée, n'hésitez pas à faire une demande sur notre site. Docteur Belay-Chalard, juste pour rebondir encore une fois sur l'endométriose, nous avons une participante qui demande si l'épaisseur de l'endomètre est importante lors des inséminations. Non, mais l'épaisseur de l'endomètre, même en FIV, a été beaucoup exagérée. Hein. Il y a beaucoup d'études qui montrent que ça n'a pas d'influence, sauf dans des extrêmes vraiment importants. Donc, il faut relativiser en insémination, il n'y a pas d'effet. Merci beaucoup. Professeur Droupi, nous avons une question d'un participant qui l'a posée en amont du webinaire et qui demande quelle est l'origine de l'oligoasténotératospermie. Bon courage. Toute la question, il y en a plein. Et puis, il y en a plein qu'on ne comprend pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut cet interrogatoire, cet entretien policier pour essayer d'identifier les causes qui pourraient être modifiables. Et puis, donc, de temps en temps, on va trouver, ça peut être une varicocèle, ça peut être le fait qu'il fume, qu'il est exposé à de la chaleur s'il est cuisinier au pizzaiolo. Enfin, il y a plein de choses possibles. Donc, il faut consulter. Et puis, quelquefois, on ne trouve pas vraiment de cause. Et voilà, mais là, c'est impossible comme ça, juste sur ce diagnostic de spermogramme, d'aller plus loin. Merci beaucoup. Docteur Belay-Chalard, une participante demande en quoi l'adénomiose influence la fertilité. Alors, l'adénomiose, c'est de l'endométriose de la cavité de l'utérus. Endomètre, c'est le tissu qui revêt l'intérieur de la cavité utérine. Et il faut savoir que le sang des règles, c'est parce que par privation hormonale, ce tissu va desquamer, va chuter chaque mois. Et donc, on parle d'endométriose en général quand, c'est une des hypothèses, le sang des règles, au lieu de descendre, de chuter par le vagin, remonte par les trompes et va aller se mettre sur l'ovaire, sur le péritoine, à l'intérieur du ventre. L'adénomiose, c'est l'utérus, l'épaisseur de l'utérus lui-même qui est atteint par la maladie endométriose. Ça peut effectivement
effectivement diminuer les chances de succès. Mais il faut aussi savoir que c'est aussi l'utérus de la quarantaine, l'adénomiose. Donc, beaucoup de femmes à 40 ans l'auront. Si on fait une fécondation in vitro, ce n'est pas une indication en soi, mais si on fait une fécondation in vitro et qu'il y a adénomiose, il y a des protocoles plus spécifiquement adaptés qu'on peut utiliser en mettant plus les ovaires au repos. Professeur Droupi, un participant nous a demandé en quoi consistait l'opération pour débloquer le flux de spermatozoïdes. Pour débloquer, alors, voilà, il y a plusieurs possibilités, mais la plus fréquente, ça reste aujourd'hui les gens qui ont une vasectomie et qui souhaitent à nouveau faire des enfants, en général dans une deuxième union. Cette opération s'appelle une vasostomie, c'est-à-dire qu'on va couper la partie détruite du canal déférent, qui est le petit canal qui permet le transport des spermatozoïdes, et qu'on va faire une anastomose microchirurgicale de ces deux petits bouts de canaux. En général, on prélève des spermatozoïdes au moment de l'intervention pour les congeler au cas où cette opération ne permettrait pas d'obtenir des spermatozoïdes dans l'éjaculat. Ça marche dans la très grande majorité des cas. Ça dépend un peu du délai depuis la vasectomie. Plus c'est long, plus c'est difficile d'obtenir une quantité normale, enfin en tout cas satisfaisante de spermatozoïdes et des spermatozoïdes normaux. Mais très fréquemment, aujourd'hui, dans les délais, quand on fait des interventions qu'on fait peu en France, parce qu'il y avait peu de vasectomie, mais c'est une intervention qui marche bien, qui doit être faite sous le microscope ou avec un robot chirurgical, ça marche bien, et on obtient assez facilement des spermatozoïdes dans l'éjaculat. Docteur Bellet-Chalard, on a eu donc beaucoup de questions sur l'endométriose, on a également eu beaucoup de questions sur le SOPK. Quelle corrélation entre SOPK et fertilité, et que faire quand une patiente souffre du SOPK? C'est une très bonne question parce que d'abord, il faut être rassurant. Les femmes atteintes d'ovaires polykystiques pensent souvent qu'elles sont infertiles. C'est faux. C'est faux parce qu'il y a des grossesses spontanées et que toutes les études les plus récentes montrent bien qu'à la fin de leur vie, les femmes qui ont des ovaires polykystiques ont eu autant d'enfants que celles qui n'ont pas d'ovaires polykystiques. La différence, c'est qu'elles mettent un peu plus de temps à concevoir et qu'elles ont plus souvent recours à l'assistance médicale à la procréation. Donc, c'est vrai que si vous parlez qu'en grossesse spontanée, elles en auront moins que les femmes qui n'ont pas d'ovaires polykystiques. Mais par contre, on peut vraiment être rassurant. Grâce à l'assistance médicale à la procréation, il y aura autant de grossesses que si elles n'en ont pas. Alors, comment ça marche? Les ovaires polykystiques, ce sont des femmes qui ont plein de petits follicules, qui vont s'empêcher mutuellement d'ovuler, qui font que personne ne va ovuler et elles vont avoir des cycles tous les 2 ou 3 mois. Il y a des définitions strictes, scientifiques des ovaires polykystiques qui ne sont pas toujours respectées. Et souvent, on voit la femme nous dire « j'ai des ovaires polykystiques, mon gynéco me l'a dit », et en réalité, elle n'a pas les signes. Il faut avoir soit à l'échographie plus de 25 follicules de chaque côté, et pas 12 et pas 13, etc., ou des troubles du cycle, ou des signes biologiques, une hyperandrogénie, ou alors des signes hyperandrogénie, c'est trop d'hormones mâles, de l'acné, de la pilosité. Et donc, si on a 2 sur 3 des signes, on peut parler d'ovaires polykystiques. Le premier traitement, c'est le citrate de clomiphène, sous réserve que les trompes soient normales et que le conjoint soit parfait, parce que sinon, il ne faut pas utiliser le citrate de clomiphène seul. Le deuxième traitement, ça peut être les gonadotrophines, les injections sous-cutanées avec toujours un monitorage de l'ovulation, des dosages et des échos. Et le troisième traitement, on peut rajouter des inséminations selon le cas. Et le quatrième traitement, c'est la fécondation in vitro directement. Et les taux de succès en FIV sont exactement identiques à ceux des femmes qui n'ont pas d'ovaires polykystiques. Merci beaucoup. Une question pour le professeur Droupi. Un participant nous a demandé si la tératospermie est irréversible ou bien s'il existe des moyens d'améliorer la qualité de ces spermatozoïdes. Oui, non, c'est pas irréversible, ça dépend un petit peu de la cause. On peut avoir des tératospermies dans le cadre des varicocèles, dans le cadre de l'exposition au tabac, des toxiques. Donc non, c'est pas irréversible. On va tenter justement d'améliorer le taux de spermatozoïdes normaux chez des patients, si tant soit qu'on trouve une cause, et comme je le disais tout à l'heure, par le biais d'une amélioration de l'environnement et éventuellement l'utilisation de compléments alimentaires antioxydants, ça peut faire partie de ces traitements. Alors justement, pour rebondir là-dessus, il y a une participante qui demande s'il y a des aliments à favoriser ou à éviter quand on prépare son premier dossier PMA. Voilà, je ne sais pas qui ici. Alors, moi, je peux répondre globalement. Il y a chez la femme,
contrairement à ce qui est le cas chez l'homme où il y a des petites preuves que certains compléments alimentaires antioxydants peuvent marcher, chez la femme, il n'y a aucune preuve en faveur des compléments alimentaires. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les seules études scientifiques bien validées montrent que le régime méditerranéen, donc la feta, l'huile d'olive, on est en été, c'est parfait, peuvent avoir une amélioration des taux de succès. Mais c'est tout. Par contre, il y a des choses bien connues. Le tabac, si certain de la femme et de l'homme, diminue la fertilité. L'obésité et le simple surpoids, dès qu'on a un BMI supérieur à 25, diminue la fertilité. Et si les deux membres du couple sont en surpoids ou en obésité, on diminue encore plus la fertilité. Ce sont des choses en apparence simples, mais qui peuvent complètement modifier les taux de succès. Professeur Droupi, on a eu pas mal de questions sur l'azospermie. Je m'excuse pour la prononciation. Le participant demande si elle est irréversible et s'il est possible d'avoir un enfant quand on souffre d'azospermie. Alors, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a deux types d'azospermie. L'azospermie, c'est qu'on a 0 spermatozoïde dans l'éjaculat. Donc, soit c'est qu'il n'y en a pas qui sont produits par le testicule, et à ce moment-là, en général, c'est un petit peu plus difficile, hein, bien sûr, d'obtenir une grossesse. Soit c'est que les spermatozoïdes sont produits normalement dans le testicule, mais simplement la voie qui les amène jusqu'à la prostate, l'urètre et à pouvoir être éjaculé est bouchée. Donc, pour les causes obstructives, dans la grande majorité des cas, on va réussir à obtenir une grossesse, soit naturellement si c'est un kyste prostatique, par exemple, ou si c'est un post-vasectomie. On voit plus rarement aujourd'hui des causes infectieuses comme on en voyait quand j'ai commencé mon internat. Mais quand c'est des causes, donc si c'est obstructif, les spermatozoïdes sont faits, on arrivera dans la grande majorité des cas à faire une FIV au moins, voire à guérir l'homme par une ponction du kyste. Soit on est devant une insuffisance testiculaire, c'est-à-dire que le testicule ne fait pas les spermatozoïdes, ou en fait très peu, et à ce moment-là, il y a des causes génétiques, chromosomiques, qui font que quelquefois il y a des testicules qui ne font pas du tout de spermatozoïdes. Donc ça, quand on peut les identifier, on va dire au monsieur, c'est pas possible, il faudra envisager un don. Ou alors, quelquefois, on a un doute sur le fait qu'on peut peut-être en trouver quelques-uns, et à ce moment-là, on va aller chirurgicalement chercher dans le testicule, au mieux avec un microscope pour chercher, avec l'aide d'un biologiste qui, pendant l'opération, on va lui donner des petits bouts de testicules dont on pense qu'ils peuvent contenir quelques spermatozoïdes, et dès qu'on va en trouver, on va les congeler. Et quelquefois, on n'en trouve pas, et quelquefois, on en trouve, et si on en trouve, on les congèle, et à ce moment-là, on peut faire une FIV en insémination intracytoplasmique avec ces spermatozoïdes qu'on trouve. Voilà, donc c'est assez variable, hein, notamment pour les causes testiculaires. Merci beaucoup. Docteur Belaïch-Allard, une participante nous demande s'il est possible de faire quelque chose contre la luthénisation précoce. Elle a une quarantaine d'années. Il faut revenir. Déjà, on parle éventuellement d'ovulation prématurée. Luthénisation veut dire deuxième partie de cycle, progestérone avancée. S'il y a une ovulation prématurée, on peut donner des stimulations de l'ovulation, on peut essayer. Je ne suis pas sûre que ce soit une vraie cause d'infertilité, c'est un autre souci. D'accord. Alors, une question qui s'adresse, je pense, autant à vous, docteur Belaïch-Allard, qu'au professeur Droupi. On en a eu beaucoup lors de l'inscription, des questions sur la prise en charge psychologique de l'infertilité. Qu'est-ce que vous pouvez répondre sur ce sujet-là? Alors, moi, je dirais que c'est important, mais que ça ne peut pas être primordial. Qu'il faut d'abord être sûr qu'il n'y a aucune explication somatique, aucune cause organique, aucune cause vraie, avant de dire que c'est dans la tête. J'aime pas du tout l'expression c'est dans la tête, parce que c'est toujours dans la tête de la femme. Je raconte toujours aux étudiants dans le cours sur le bilan d'infertilité une histoire vraie. Quand j'étais vraiment très très jeune chef de clinique à Béclair, j'avais reçu une charmante jeune femme qui était un peu mince, qui avait le malheur pour elle d'avoir été suivie par une gynécologue franchement enrobée, et le malheur pour elle d'avoir perdu son papa à 16 ans. Et donc, sa gynécologue l'avait fait attendre pendant un certain nombre d'années en lui disant « Vous êtes trop mince », elle n'était pas maigre, elle avait un BMI à 19, donc normal, et elle avait le malheur d'avoir perdu son père à 16 ans, donc elle ne voulait pas, dans sa tête, elle s'empêchait de risquer de faire un enfant qui risquerait d'être orphelin un jour.
Comme je ne crois pas à la psy en premier, je lui avais fait une hystéro qui avait montré un superbe hydrosalpinx bilatéral, donc les 2 trompes bouchées. Je l'avais opéré, je lui avais fait une plastie tubaire, bon, qui n'a pas marché, soyons honnêtes. Ensuite, je lui ai fait des FIV. Elle a 2 enfants et elle m'a longtemps encore écrit pour me dire « Heureusement que vous n'étiez pas une fan de la psy ». Donc, cette histoire, elle est vraie et elle veut dire par là que, bien sûr que c'est important, mais il faut arrêter de dire que c'est dans la tête des femmes. Ce n'est pas du tout le cas en général. Et en particulier avec l'assistance médicale à la procréation, avec les traitements qu'on donne, une femme ne peut pas s'empêcher d'ovuler. Donc, stop, on ne peut pas aller contre nos traitements. Donc, c'est faux, il ne faut pas toujours dire que c'est dans la tête. Maintenant, que la psychologie ait un rôle important secondaire, c'est une certitude. Mais je vais laisser Stéphane Droupy compléter. Oui, non, après, voilà, sur les causes, effectivement, il y a assez peu de causes psychologiques, on va dire, ou psychosexologiques d'infertilité chez l'homme, par l'anéjaculation, qui là, effectivement, si vous tombez sur un couple où l'homme n'arrive pas à éjaculer, il faut qu'il y ait une évaluation psychosexologique du pourquoi des choses. Hein. Ça peut être tout simplement un refus de paternité, qui bien sûr va être nié par les deux, mais qui en pratique doit quand même être exploré. Ensuite, les conséquences psychologiques de l'infertilité sur le couple, elles sont là, probablement pas assez prises en charge parce qu'on est dans une logique d'efficacité. Ils veulent un enfant, souvent ils s'y prennent un peu tard et on est sur une espèce de course à l'échalote à faire nos FIV pour réussir à faire l'enfant. Et il y a évidemment des conséquences qui sont importantes sur la vie du couple, sur la manière dont ils vont vivre cette espèce d'expérience de médicalisation de leur vie reproductive et sexuelle, et qui n'est pas sans conséquences à long terme. Donc là, sur les conséquences psychologiques de la prise en charge de l'infertilité, il y a sans doute pas mal de choses à dire, même si on est face à des couples jeunes et que globalement, ils ne sont pas forcément accessibles à cette prise en charge. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être développé et sur lequel il y a des choses à faire, parce qu'on sait qu'il y a des conséquences sur la vie psychologique, sexuelle et de ces couples, de cette prise en charge et puis de cette infertilité, tout simplement. Mais c'est du secondaire. Ce n'est pas de l'explication. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais il ne faut pas dire que c'est dans la tête. Non, par contre, ça peut avoir un effet sur la tête après. Ça, c'est différent. Une toute dernière question qui vous concerne, je pense, enfin, j'en suis sûre, tous les deux. Quelles sont les dernières avancées en termes de recherche en France sur le thème de l'infertilité et quelles sont les actions menées par les pouvoirs publics? En quelques mots, puisqu'on se rapproche de la fin. Le plan fertilité, qui a été confié donc par Olivier Véran à Samir Hamama, et j'ai fait partie des 17 experts qui ont travaillé dessus, est une avancée. On a essayé de dire des choses élémentaires, mais importantes, de consulter rapidement, d'avoir quelqu'un qui sait, ça c'est vraiment aussi important. Je crois que ça c'était ce plan fertilité. Et puis le plan fertilité a tout un volant en recherche, création d'un institut de la fertilité. J'espère qu'on y arrivera. Ensuite, les recommandations pour la pratique du collège des gynéco-obstétriciens français qui viennent de sortir, qui répètent les histoires de limites d'âge, de ne pas perdre de temps, de consulter au bout d'1 an et au bout de 6 mois, etc. Tout ça, je pense que ça, ce sont des avancées si on arrive à les faire connaître partout. Oui, je suis d'accord que l'essentiel des avancées aujourd'hui, en dehors des techniques qui s'améliorent, bien sûr, c'est la prise en charge précoce, c'est la prise en charge par des gens qui sont experts ou en tout cas qui ont accès à des recommandations émises par des experts pour que tout le monde ait autant de chance et que les gens ne perdent pas de temps. Et que donc cette prise en charge de l'homme et de la femme qui doit être structurée en même temps dans des centres d'expertise est importante. Alors, merci. On va terminer ce webinaire. Merci Anaïs. Merci encore à tous les deux pour ce webinaire passionnant. Merci à vous tous qui êtes nombreux aujourd'hui pour votre participation. Merci à toute l'équipe de Deuxième Avis qui a organisé ce webinaire. Le replay va être disponible dans quelques jours, donc n'hésitez pas à le partager. Et puis surtout, n'hésitez pas à donner votre feedback en répondant au court questionnaire qui est sur le chat. Je vous souhaite une très très bonne soirée et vous remercie encore. Merci. Merci docteur. Merci professeur.